Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous savoir aussi nombreux encore ce matin sur votre chaîne Canal 2 Info. Bienvenue à toutes et à tous à la matinale de l'information. Une matinale de l'information qui va commencer par le Cameroun avec des chiffres pas vraiment intéressants, notamment en ce qui concerne le détournement des deniers publics. On ira dans la Damawa, dans la partie septentrionale du Cameroun, pour voir là-bas que l'argent du SIDA a été détourné à la suite donc d'une commission d'enquête qui a été mise sur pied toujours dans notre pays, le Cameroun. On va s'arrêter dans la région du nord-ouest, précisément à Bamenda, où là-bas, les commerçants ont fait valoir ou alors savoir leur courroux il y a quelques jours, suite donc à ce mouvement d'humeur observé au lendemain ou alors à quelques heures de l'augmentation des loyers dont les espaces marchands, ces mêmes commerçants, ont donc assiégé les services du gouverneur de la région. On en parle dans cette matinale de l'information. On ira bien entendu à l'étranger, plus précisément du côté du Soudan du Sud, où le difficile dialogue de plus en plus perceptible avec ces batailles entre le président de la République avec sa faction et le vice-président Riek Machar, qui ne sont toujours pas entendus sur un éventuel retour à la paix dans ce pays. Et puis derrière cela, le travail fort et profond qui est celui des organisations internationales pour essayer d'apporter de l'aide humanitaire au niveau des personnes qui en ont fortement besoin quelques heures seulement après le cessez-le-feu. Le Burundi, difficile crise, voire dialogue entre l'opposition et le parti au pouvoir qui, dans un premier temps, doivent se retrouver du côté d'Arusha en Tanzanie. Mais malheureusement, pour l'instant, on n'a pas encore d'issue favorable. On verra un peu les raisons pour lesquelles ce dialogue coince. Pourtant, Arusha en Tanzanie était bien sûr le lieu quelque peu indiqué pour les observateurs se rapprochant un peu plus du pays pour négocier cette problématique qui fait donc jaser au niveau international, parce que là-bas, on n'a pas encore pu avoir et le gouvernement assis sur la même table de négociation avec l'opposition. Le Royaume-Uni nous intéresse. C'est ce mercredi que Theresa May, donc la future Premier ministre britannique, prend donc fonction. Son premier élément de travail, ce sera de réconcilier les Britanniques avec elle-même, avec eux aussi, au lendemain donc du Brexit, qui a donc poussé la Grande-Bretagne aux portes de l'Union européenne. Voilà un peu l'essentiel et puis l'ossature de cette émission qui va également s'arrêter au niveau des États-Unis d'Amérique pour voir le soutien inconditionnel qui est apporté désormais de manière officielle à Hillary Clinton par Bernie Sanders. Madame, Monsieur, merci de nous rester fidèles. Dans un instant, je vous retrouve pour la suite de la matinale de l'information sur votre chaîne. Merci pour votre fidélité. On parle de cet argent assez important détourné par le personnel hospitalier. Alors, quelques responsables sont donc mis à l'actif de ce détournement. Depuis quelque temps, c'est dans la Damawa, dans le septentrion du Cameroun. Le chiffre est astronomique pour ce qui est de ce détournement. En ce qui concerne l'argent qui a trait aux antirétroviraux du sida, dans cette campagne engagée par l'Organisation mondiale de la santé et même le Cameroun, on parle de 133 millions de francs CFA volatilisés. Bonjour. 133 millions de francs CFA volatilisés, bien entendu, sera l'objet du second thème de cette matinale de l'information. Mais pour l'instant, nous commençons, me dit, du côté de la technique avec cette situation quelque peu difficile par les commerçants de la région du nord-ouest à Bamenda et qui ont fait une sortie en essayant de décrire toute leur colère en disant clairement que l'augmentation des loyers est survenue ces derniers temps. On est passé pratiquement de 10 à 25 000 francs CFA. Ils sont tous fâchés, ils ont assiégé les services du gouverneur de la région de l'extrême nord. Conclusion, pour l'instant, on attend de voir la baisse de ces loyers, disent-ils. Mais avec vous, Fallon Tounia, on va revenir sur ce qui s'est réellement passé. Bonjour. Bonjour Serge, bonjour à Patrick Christian et bonjour à tous ceux-là qui nous regardent sur Canal 2 Info. Effectivement, les commerçants des marchés de Bamenda ont assiégé les services du gouvernement et ils protestaient contre une augmentation des loyers des boutiques des différents marchés. Ces commerçants ont mené le trajet pancarte à la main s'adressant à leur courroux, menant au quartier administratif de UP Station, point de chute, les services du gouverneur. Ils revendiquaient cette augmentation qui est quittée de 10 000 francs le mois à 20 500 francs le mois. Les commerçants des 4 différents marchés de Bamenda, notamment le marché central de Bamenda, le marché des vivres, le marché Tarikon et le marché Nkwen, ont manifesté devant les services du gouverneur parce que les marchés
central et le marché des vivres qui payaient 10 000 francs se sont retrouvés à 20 500 francs. Et ceux du marché de Ntarikon et de Kwen qui payaient 8 000 francs pour les boutiques se sont vus hausser leur loyer à 20 500 francs également. C'est pourquoi ils ont manifesté devant les services du gouverneur et rappelons que cette augmentation du loyer avait reçu la délibération et l'approbation même des conseillers du RDPC et du SDF qui autorisait aux délégués du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bamenda à augmenter les loyers des boutiques. Ceci en rapport avec les textes du Premier ministre qui institue la taxation du loyer des boutiques en fonction de la dimension de celle-ci. Une situation qui, on l'espère, reviendra à la normale parce que ces taxations ainsi vues, beaucoup disent qu'au niveau de Bamenda 1er, Bamenda 2e, Bamenda 3e, c'est des zones très sensibles en matière de gestion et même sur le plan commercial. On va parler toujours maintenant une petite réflexion pour voir cette délibération de la communauté urbaine de cette ville qui choisit donc désormais d'augmenter d'un peu plus de 100% le loyer parce qu'on part de 10 000 à 20 500 francs CFA. Patrick Christian Dobon, est-ce que, bonjour et bienvenue dans ce studio, est-ce que c'est un moyen par lequel la communauté peut réussir à renflouer ses caisses, même si on pense que cet argent pourra servir dans l'investissement public? Écoutez, on va se poser la question. Hein. D'abord, bonjour Serge. L'opportunité surtout. Voilà, à Fallon. Bonjour à nos téléspectateurs encore nombreux ce matin. C'est dit que dans cette histoire, commerçants et population sont toujours véritablement ceux qui payent les pots cassés. Vous avez vu que dans le développement que Fallon a fait à l'instant, il n'était pas question de clivage politique. Les politiques, lorsqu'ils sont aux affaires, ils ont très souvent des soucis assez dilués quant à l'intérêt des populations, qui pourtant sont celles-là qui leur donnent le mandat électif. Vous vous rendez compte, si on va de la base de 10 000 francs à 25 000 francs, sur la base de ces 10 000 francs, c'est une augmentation de 150% du loyer. Vous passez de 10 000 francs à 25 000 francs. Qu'est-ce qui justifie une telle augmentation? Déjà, dans l'idée même d'augmenter, peut-être que la communauté urbaine nous dira il y a des charges à supporter, mais une telle proportion suscite quand même des interrogations. Est-ce qu'il y a eu une concertation, un consensus? Est-ce qu'il y a une démarche explicative vis-à-vis des commerçants concernés? Et c'est ça le drame souvent chez nous, où ceux qui dirigent, ou les politiques, ou ceux qui sont aux affaires se croient devoir se passer, n'est-ce pas, du consensus. Quand il y a consensus, une décision comme celle-là peut être acceptée, mais le consensus permet au moins de trouver les équilibres qui évitent les clashs sur le plan social. Et ici, il me semble que, voilà, à Bamenda, les populations, en tout cas les commerçants, ont démontré que le caractère amorphe qu'on donne souvent aux populations camerounaises n'est pas aussi vrai que ça. Effectivement, comme on peut apercevoir sur ces images, boutiques mortes, fermées, et cadenassé, il n'y avait pas moyen de poursuivre ces activités. Une manière pour ces commerçants de dire non à cette augmentation de salaire interpelle par la même occasion les autorités publiques, notamment le ministère en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation, de voir de près cette autre problématique qui se pose dans la région du nord-ouest Cameroun, on le précise, dans la ville de Bamenda. Fallon Tounia, est-ce que désormais l'état des lieux, l'état de la situation fait comprendre qu'on va reculer un peu, soit on va maintenir ces tarifs? Est-ce que la communauté urbaine de Bamenda reste inflexible? Justement, la communauté urbaine de Bamenda n'est pas restée inflexible en l'absence du délégué auprès de la communauté urbaine de Bamenda qui était en déplacement hors de la ville. Le secrétaire général auprès des services du gouverneur, Absolom Woloa, en concertation avec le secrétaire général auprès de la communauté urbaine de Bamenda, ont décidé de remettre les anciens tarifs à jour, c'est-à-dire 10 000 francs pour les boutiques du marché central et du marché des vivres et 8 000 francs pour les boutiques du marché Ntarikon et du marché Nkwen, ce qui a bien arrangé les commerçants qui ont décidé, bien évidemment, de reprendre les activités commerciales au lendemain de cette résolution. Patrick Christian, forcément un autre élément d'information? Peut-être pas un élément d'information. On ne pourrait même pas justifier une telle attitude. Ce qu'on va constater, c'est que toute cette espèce d'indécision, n'est-ce pas, de danse bafia typiquement camerounaise, un pas en avant, deux pas en arrière, fragilise l'autorité de l'administration. Voilà une situation qui aurait pu être gérée en amont par un consensus en impliquant les commerçants qui ont certainement une organisation et en trouvant le juste milieu autant pour la communauté urbaine du côté de Bamenda que pour les commerçants. Aujourd'hui, sous la pression des commerçants,
la communauté urbaine, par la voix de son secrétaire général, doit replier. Et ça participe à fragiliser l'autorité administrative. Et dans un concert de nations, il me semble que ce noyau-là, donc qu'il devient fragile, l'administration n'a plus le contrôle. Et ça peut aller grandissant. S'il y a eu ça aujourd'hui, ça peut faire tache d'huile sur d'autres cas. Et finalement, on va se servir de ça comme étant des états de jurisprudence. À la fin, quel est le pouvoir coercif de l'administration? Comment est-ce que l'administration peut réussir à imposer une vision de développement si elle se comporte comme ça? Et voilà où le bas blesse. Et justement, l'administration se fait fragiliser par elle-même. Elle a eu du mal à appliquer une décision prise, une délibération donc du conseil de la communauté urbaine et de la ville de Bamenda. L'espoir étant bien sûr que la situation revienne à la normale, parce qu'on a vu ces commerçants descendre dans la rue, aller même assiéger les services du gouverneur de la région du Nord-Ouest, ce qui est quelque peu difficile à accepter dans un État où on doit respecter de manière efficace le droit. Le temps pour nous de rester au Cameroun, mais on va parler de santé de sida avec Divine Happy dans ce studio. On parle effectivement dans la Damawa, ce qu'on a pu appeler là-bas comme détournement ces derniers temps. La somme de 133 millions de francs CFA a été détournée là-bas suite à une descente effectuée par donc un contrôle de routine pour voir un peu comment est-ce que sont gérés les antirétroviraux dans cette partie du pays, notamment dans les institutions hospitalières, pour celles des personnes qui en ont forcément besoin pour l'état de santé. Donc le bilan, pour l'instant, fait état de ce que les responsables qui étaient donc en charge de la gestion de ces antirétroviraux-là ont pu encaisser un peu plus d'argent, voire plus de 133 millions, ce qui reste retenu comme argent détourné. Une interpellation à l'endroit non seulement de la CONAC, mais aussi d'autres organismes au Cameroun chargés d'investiguer dans ce type d'activité. Divine Happy, bonjour. Bonjour Serge, bonjour à Christian, bonjour à tous nos téléspectateurs de Canal 2 Info. Alors, il faudrait dire qu'au courant du mois de janvier 2010, eh bien, une mission de contrôle a été envoyée au comité local de lutte contre le sida, la tuberculose et bien évidemment le PALU de la région de la Damawa. La période auditée portait ici sur la gestion de l'année 2006 et au cours donc de ce contrôle, eh bien, des irrégularités dans la gestion des fonds alloués au groupe technique de la dite région ont été constatées et il faudrait dire que c'est plus de 133 millions de francs CFA qui ont été justement distraits. Alors, des demandes d'explication ont été adressées de suite au coordonnateur au nom de Dr Fundje Emmanuel et à ses collaborateurs Amadou Souaibou, Bianda Faron et Ngam Aguna. Et bien évidemment, une enquête a été ouverte. Les accusés ont implicitement, justement, reconnu d'avoir détourné cet argent à des fins personnelles. À des fins personnelles, vous le dites si bien. On se souvient également que plusieurs coordonnateurs techniques dans les régions du Cameroun ont été rattrapés par la gestion quelque peu catastrophique de cet argent qui a trait aux antirétroviraux, notamment un argent financé et apporté au Cameroun et par le gouvernement de la République et bien par l'appui de l'Organisation mondiale de la santé qui met en place des budgets importants dans la gestion de cette pandémie du siècle qui recule avec efficacité vu l'engagement qui est celui des pouvoirs publics locaux du Cameroun avec le ministère de la Santé publique. Patrick Christian Dobon, on parle encore de détournement dans ce pays. 133 millions de francs CFA dans le septentrion du Cameroun, précisément dans la Damawa. L'argent du sida fait problème. Il y en a qui sont en prison. Un ancien ministre de la Santé publique, forcément, il y a trait à ce type d'activité, se trouve en prison. Des délégués dans la gestion de ces fonds financés par l'OMS et même l'État du Cameroun sont tous en prison. Aujourd'hui, on a encore 133 millions de francs CFA dans une courte enquête menée par les pouvoirs publics. Finalement. Écoutez, Serge, on a envie de dire que la normale est devenue normalisée dans notre pays. C'est un fait qui devient pratiquement banal. Quand on parle de corruption, de détournement de deniers publics actuellement chez nous, il me semble que c'est ne pas en parler qui devait être surprenant chez nous. Et pourtant, c'est paradoxal. On a une gangrène comme celle-là qu'on s'évertue à combattre depuis longtemps, mais plus on a des mécanismes, des institutions qui sont mis en place, mieux, on dirait, les indélicatesses avec la fortune publique se multiplient. 133 millions, on en avait d'autres. On ne va pas se prononcer sur les jugements qui sont faits ça et là, sur l'effectivité des preuves apportées contre certains. Mais ici, on est dans un cas, j'ai écouté Divine le développer avec beaucoup d'emphase, on est dans un cas où les mises en cause auraient avoué
espérant que dans 2 ou 3 ans, ils ne se retourneront pas pour dire qu'ils ont été obligés d'avouer sous la pression. Cela reste dans l'ordre du possible. Mais ce qu'on peut constater dans tous ces mécanismes de détournement, c'est qu'effectivement, l'argent est la chose qui manque le moins au Cameroun. Parce que pour en détourner, il faut bien qu'il y en ait. Et chez nous, comme on en détourne de manière régulière, constante et avec emphase et de manière assez évolutive, ça veut dire que le Cameroun a des moyens, le Cameroun est doté de potentialités, mais malheureusement, le véritable problème reste dans la direction que ces moyens et potentialités la prennent. Malheureusement, Serge, vous et moi, nous n'avons pas la possibilité de remplir nos poches avec ces mécanismes-là. C'est bien Donc, dommage. Nous restons dans notre rôle à nous de dire qu'on constate qu'il y a l'argent dans notre pays et que les indélicatesses de la gestion font en sorte que le déséquilibre entre l'usage de cet argent et la proportionnalité en termes de répartition ne soit pas évident. Et justement, pour qu'on arrive à de telles propositions, il faut bel et bien que l'État du Cameroun, le gouvernement de la République, prenne en main ses responsabilités et n'attende pas toujours que cet argent soit détourné alors qu'on arrive à de telles situations. Les responsables qui sont nommés à cet effet sont donc tenus de prendre en main leurs responsabilités et bien toutes leurs responsabilités. Divine Api, à l'état actuel des choses, est-ce que l'affaire a avancé? Est-ce que les responsables ont été déjà interpellés? Est-ce que les dossiers ont été transférés au niveau des services juridiques compétents? Alors, suite à la découverte, eh bien, 3 accusés ont pris la poudre d'escampette. Seul Amadou Saïbou a comparu au tribunal et a déjà remis une somme de 1 300 000 francs de francs CFA, même si celui-ci est donc poursuivi. Et les 3 autres accusés ont été déclarés coupables de crimes de détournement des deniers publics. L'affaire a été ainsi mise en délibéré le 26 juillet prochain. Une affaire donc mise en délibéré et qu'on espère seulement au-delà des interpellations et que malgré quelques-uns qui ont réussi quand même à prendre la peau d'escampette. On vous dit merci Divine Api d'avoir été là ce matin. Merci à vous. Le temps pour nous de recevoir dans ce studio aussi le père Chrysostome Ella Abba avec lequel on parlera de cette journée. On parlera beaucoup plus sur le plan de la communication, ce synode international qui va regrouper plusieurs églises, notamment catholiques orthodoxes. Avec lui, on essaiera de comprendre les enjeux même de ce synode au niveau du Cameroun. Donc, on disait il y a un instant que cet argent qui est ainsi détourné, et puis les personnes réussissent quand même par un tour de magie à prendre la peau de l'escampette et bien après, peut-être qu'on saura où est-ce que ces personnes se trouvent, où est-ce que se trouve l'argent, et avec des enquêtes, même si elles n'ont pas toujours eu à aboutir, qu'on réussira quand même avec l'appui des pouvoirs publics, on le dit toujours, c'est leur rôle, c'est leur responsabilité à pouvoir retrouver efficacement où se trouve cet argent pour le bien de l'économie du Cameroun. Justement, on parle de prière dans cette matinale de l'information avec un invité tout à fait spécial pour un événement spécial. Le père Chrysostome est là. Bonjour et bienvenue dans la matinale de l'information. Bonjour Serge, bonjour à Patrick, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2 Info que je trouve le plaisir de venir communiquer pour la première fois. Merci bien, c'est un honneur de vous recevoir, d'autant plus que nous recevons également par la même occasion la bénédiction divine. Patrick Issandou en a forcément besoin tous les matins et tous les techniciens qui sont en cette salle avec beaucoup de lumière. On est très éclairés ce matin forcément parce qu'on parle de l'Église, on parle donc de ce synode international qui va s'ouvrir. Quelles sont donc les principales articulations? Quel est l'objectif même de ce synode? La première des choses, c'est chercher à comprendre étymologiquement le mot synode. Synode vient du grec sonodos, ce qui veut dire une marche ensemble. Nous marchons ensemble vers le salut en Jésus-Christ. C'est donc une rencontre des évêques de l'Église orthodoxe du patriarcat des nations qui est basée en France, qui viendront des 5 continents pour le Cameroun, parler maintenant de la foi orthodoxe selon la culture africaine. Alors, l'Église orthodoxe est une église qui est longtemps restée renfermée dans l'idéologie orientale. Et maintenant, elle est en train de s'étendre en Afrique. Il faut donc chercher à savoir comment est-ce que l'Africain peut vivre sa foi comme orthodoxe. Et nous aurons du 21 au 24 ce synode à Yaoundé. On va l'inaugurer par une célébration de la divine liturgie présidée par le métropolite primat pour l'Afrique, son éminence Matthieu de Jésus, et
À cette ouverture, nous invitons tous les fidèles, tous les prêtres et toutes les personnes curieuses voulant bien découvrir le fondement liturgique de l'Église orthodoxe et sa spiritualité. Et le deuxième jour, c'est-à-dire le 22, il y aura maintenant cette réflexion proprement dite faite par des évêques et des prêtres invités, et certains laïcs sont aussi conviés. Et également, le temps de voir un peu ce grand programme, on va rentrer un peu dans les choses simples. Hein. C'est vrai que c'est un synode qui regroupe toutes ces églises. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui entre votre église et les autres, disons? Je ne voudrais pas parler de différence parce que nous sommes un par rapport à Jésus-Christ. Nous prions un seul et le même Dieu. Nous sommes un d'abord par rapport à Jésus-Christ. Laissons d'abord le fait de... On parlait d'église. L'église qui est le corps du Christ. On ne parle pas de religion en général, j'espère. Nous sommes un par rapport à Jésus-Christ, mais chaque communauté, chaque regroupement a ce qu'on appelle sa spiritualité et sa doctrine. Alors, l'Église orthodoxe a sa doctrine, comme son nom l'indique. Orthodoxe veut dire ortho, et doxe a une doctrine qui est droite. Sans pour autant dire que les autres ont une doctrine tordue, mais nous savons une chose, c'est que nous allons vers des logiques évangéliques, vers la logique spirituelle, pour que le chrétien, en des termes simples, découvre le visage de Jésus-Christ. Je rappelle en passant que vous êtes accompagné du père Raphaël Marie Manga dans ce studio également pour la communication de ce grand événement. Rapidement, on va sortir de cet entretien. Le temps pour nous de recevoir Junior Ossin pour la revue de presse cybernétique. On rappelle juste les dates de l'événement, le temps de partir. Le 21, ouverture, et la clôture, c'est le 24 à Yaoundé, en la basilique Saint-Jean-Baptiste de Kié, qui court vers la fin de sa construction. Merci d'avoir été là et surtout très bonne suite et beaucoup de prières pour nous aussi et même pour tous ceux qui en ont besoin, notamment le top management de Canal 2 Info, qui forcément en a besoin en ces moments précis. Effectivement, que Dieu bénisse Canal 2 Info. Merci pour tout. Mesdames, Messieurs, nous restons sur votre chaîne, mais on va à l'international en parlant du Soudan du Sud. Véritablement, là-bas, on a du mal à pouvoir fumer le calumet de la paix, même si de manière officielle, le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar ont quand même signé quelques documents qui indiquent que désormais, ils feront la paix et travailleront ensemble. On a encore attendu les coups de feu à Juba, mais derrière ces coups de feu-là, il y a quand même de ce que les populations souffrent. Une aide humanitaire d'urgence est donc signalée par cette question. C'est finalement on tourne en bourrique, qu'on n'avance pas dans cette situation bien complexe pour le Soudan du Sud. Un jeune État qui n'a que, je le rappelle, 5 ans d'existence. Oui, le dernier en matière, n'est-ce pas, qui finalement a obtenu son indépendance à partir de la scission de l'ancien bloc soudanais. Mais ce qu'on peut dire avec beaucoup de certitude, c'est que, et ça, on se conforte, n'est-ce pas, de toutes les analyses et de tous les regards qui sont portés sur la guerre fratricide qui se déroule au Soudan du Sud, c'est que le pétrole fait encore beaucoup de morts, n'est-ce pas, du côté du Soudan du Sud. D'abord, il y a eu des incompréhensions quant à la volonté et la nécessité affichée de séparer le grand bloc soudanais en Soudan et Soudan du Sud. On a cru que cette partition-là allait venir du Darfour, qui est quand même une crise qui a pendant longtemps tenu en haleine, n'est-ce pas, les populations. On a donc cru que cette séparation-là viendrait du Darfour, mais que non, c'est le Soudan du Sud qui a fait exploser, n'est-ce pas, le Grand Soudan. Et dans cette explosion-là, on s'attendait à voir quand même une accalmie, mais malheureusement, la guerre fratricide a pris le dessus. Les partisans du président, n'est-ce pas, Salva Kiir, qui s'opposent à son vice-président actuel, Riek Machar, sont donc en train de se livrer une guerre fratricide. Et pourtant, en mai dernier, il y a eu quand même un cessez-le-feu qui laissait transparaître que les bonnes dispositions étaient tout au moins réunies dans une grande partie pour ramener Riek Machar à Djouba, reprendre son poste de vice-président, et puis que le Soudan du Sud se mette résolument au travail pour le développement de ce pays-là. Malheureusement, quelques mois après, la pompe des discordes a rejailli. Bon, bien d'analyses font état de ce que il y aurait des caciques autant dans le camp du président Salva Kiir que dans le cas de Riek Machar. Mais sauf qu'à la différence ici, chez le président Salva Kiir, vous avez le chef d'état-major qui font de ce cas actuellement, l'armée régulière a quand même un ascendant sur le plan matériel et dispositionnel par rapport, n'est-ce pas, à l'armée de la rébellion, qui est quand même quelque peu fragilisée et divisée dans son autorité. Il pense évidemment qu'une solution militaire radicale aurait pu résoudre ce problème. Et en face, le vice-président fait face à une sérieuse, n'est-ce pas, contestation. Il n'a plus la maîtrise
de tous ces généraux. Certains parmi ces généraux-là pensent qu'il est temps peut-être pour eux de gagner leur indépendance vis-à-vis de l'autorité du vice-président. Et dans ce concert-là, on peut questionner aussi la responsabilité de l'Occident. Pourquoi est-ce que cette implosion-là revient à quelques mois de la fin du mandat de la MINUS? La MINUS qui est la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. On reproche à cette mission-là de ne pas suffisamment œuvrer pour apporter la calmie entre les partisans ou les belligérants de ce conflit. Et cette mission, dans cette situation-là, est contestée. Alors, à quelques mois du renouvellement de peut-être son aussi mandat, des missions qui ne sont pas forcément celles d'intervenir. mais qui donne ces missions, qui définit les missions et qui donne les moyens? C'est cette communauté internationale à partir des Nations Unies. Aujourd'hui, nous sommes à 2-3 mois de la fin de ce mandat et voilà que cette violence revient. Donc, on peut poser beaucoup de questions autour de cette difficulté du Soudan du Sud, mais on doit surtout dire que les belligérants ont leur part de responsabilité, mais la communauté internationale a certainement une énorme responsabilité dans ce qui arrive au Soudan du Sud. Bonjour Junior Ossin. Bonjour Serge Bandier. Bienvenue, la revue de presse cybernétique, c'est avec vous. Exactement. Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette revue cybernétique sur Canal 2 Info. Très rapidement, on va donc commencer avec Euronews.com qui parle de tragédie en Italie. Le site titre « Accident de train sur le choc, sous le choc ». L'Italie cherche à comprendre. Euronews.com souligne que cet accident ferroviaire a coûté la vie à 27 personnes selon un bilan provisoire. Poursuivons avec RFI.fr qui s'arrête sur Jacob Zuma qui a rendu un hommage aux soldats sud-africains de la Première Guerre mondiale. Le site précise que c'est au lendemain de son dîner d'État à l'Élysée. Poursuivons avec IZF.net qui s'intéresse à la finance à Tokyo et titre bourse de Tokyo. Le Nikkei en nette hausse à l'ouverture dépasse son niveau d'avant Brexit. Pour le site, cette bourse de Tokyo finit encore dans le vert. Avec le point.fr qui nous offre ce matin un insolite, autant pour moi, sur le coiffeur de François Hollande qui a un salaire de ministre. C'est une enquête menée par le Canard enchaîné qui découvre qu'un coup de peigne pour François Hollande coûte 9 895 € pour son coiffeur. C'était une insolite. Je suis en train de réfléchir dans ma tête là. Véritable. Exactement. Alors, terminons avec Afrique.com qui dénonce les attaques du côté de la Côte d'Ivoire où les funérailles sont les nouvelles cibles de microbes. Selon Afrique.com, les microbes sont des groupes d'agresseurs en Côte d'Ivoire qui sèment la terreur à Yopougon. C'est donc tout pour la revue cybernétique ce matin. On va également rester à Tokyo pour parler un peu de la bourse, pour voir là-bas l'évolution de la cour. Alors exactement. Alors Serge Bondy, il faut dire tout simplement que l'indice Nikkei a augmenté ce mercredi de 2,1% à l'ouverture, dépassant pour la première fois son niveau d'avant Brexit. Il faut quand même dire aussi qu'à l'issue des transactions, le Nikkei des 225 valeurs vedettes est monté à près de 16,439 points, donc une hausse de près de 136 points. Il faudra aussi rappeler, Serge Bondier, que le Nikkei était passé à 16,237 points le 23 juin dernier, qui était la veille des résultats du référendum dans les Royaumes-Unis, et justement avait chuté à 8% le lendemain. Alors, ces chiffres qui sont plus ou moins en hausse sont aujourd'hui une occasion pour Tokyo de pouvoir acheter les actions des groupes exportateurs. Donc, c'est quand même une raison de dire que c'est resté ouvert et c'est d'ailleurs une bonne chose qu'il faut accueillir. Merci bien. Donc, on a eu l'évolution de cette bourse-là au niveau de Tokyo. Mais on va rester avec vous pour parler des différentes unes de ce matin. Oui, on va donc très rapidement poursuivre avec le jour concernant justement la revue de la une, pas cybernétique, mais la revue. Alors, le jour, affaire Camto, libération de Maître Eyoum, cour de pénal. Le grand muet, Laurent Issot, parle. C'est donc à lire dans le journal Le Jour. L'Indépendant,
Info s'intéresse toujours à Lydienne Yen Eyoum dans les secrets de sa libération, titre donc le journal ce matin, et à lui aussi suspension de la Cameco, le plan de sabotage démantelé. On poursuit avec un autre journal, Le Financier d'Afrique, qui parle Afrique centrale, succession ouverte pour 5 postes du gouvernement de la BEAC. Autre information, infrastructure, un 3e pont sur le Vouri en gestation. C'est à lire en colonne du journal. Toujours un autre journal ce matin, c'est Le Messager, revendication. Les commerçants marchent à Bamenda, allez comprendre pourquoi. Dissension, Aminatou Aïdio répond à ses cousines. C'est à lire dans Le Messager. Avec la nouvelle expression, code pénal, Laurent Esso distrait l'opinion. Autre information, toujours dans la nouvelle expression, Ligue 1, retour des violences dans les stades. Terminons, Serge Bondier, avec un autre journal, La Seine Hebdo. Oui, La Seine Hebdo. Université de Douala, année académique 2016-2017. 3000 candidats ingénieurs aux portes de la faculté de génie industriel ce 17 juillet. Donc, le 17 juillet 2016. C'est donc dans quelques jours. Merci pour vous, pour ces journaux. Hein. On vous retrouve sûrement demain ou alors tout à l'heure, disons, dans la poursuite de l'invité. Oui, vous parlerez de l'hépatite. L'hépatite. L'hépatite chez l'adolescent, donc un sujet à ne pas manquer. Un sujet de santé. Donc, on rappelle en passant que l'invité, c'est tous les jours sur votre chaîne, entre 13h45 et 14h, et en direct avec Junior Ossan. Merci. Patrick Christian Debon, on reste ensemble. Hein. On va évoluer dans l'actualité en parlant du Burundi avec cette crise qui persiste au niveau de l'opposition. Le gouvernement qui refuse donc de s'asseoir avec cette opposition-là. Le dialogue prévu à Arusha ne porte pas forcément des fruits. Oui, en précisant tout évidemment que l'élégance de Junior ce matin était remarquable dans sa prestation. On va revenir donc sur cette actualité au Burundi. Arusha était censé être, n'est-ce pas, le déclic de la relance du processus. On se souvient bien que c'est les accords de Arusha qui sont aujourd'hui le prétexte par excellence de la paume de discorde que le Burundi vit depuis l'annonce de l'intention du président Nkurunziza de solliciter un 3e mandat. Les accords d'Arusha, disent les opposants à ce 3e mandat, ne sont du tout pas respectés par cette démarche-là. Il y a eu ces tensions avant l'élection, il y a eu l'élection tumultueuse et actuellement le contexte de crise post-électorale qui, c'est vrai, a baissé un peu d'un cran, mais on a eu le Sénarède qui est la coalition de l'opposition qui s'oppose à ce 3e mandat. On a eu une fraction de la rébellion qui s'est muée en armée rebelle. Donc, dans ce contexte-là, le gouvernement de Pierre Nkurunziza a toujours opposé, n'est-ce pas, une fin de non-recevoir à la participation de ceux qui considèrent comme étant des terroristes, ceux qui ont participé, n'est-ce pas, au putsch de mai 2015, à une éventuelle négociation. Et c'est dans ce contexte-là que l'ancien président tanzanien Mpaka a du pain sur la plage, parce qu'en réunissant les protagonistes du côté de Arusha, hier, ce qui allait commencer normalement n'a pas eu lieu en termes, n'est-ce pas, de toute la structuration qui était prévue, parce que justement, le gouvernement refuse d'aller de siéger avec les autres membres. Certains de ces membres ont même d'ailleurs été poliment et gentiment demandés, on leur a demandé de retrouver leur hôtel. Mais ce qui est certain, c'est que ce blocage-là ne bénéficie à personne. Entre-temps, l'atmosphère reste crispée du côté, n'est-ce pas, de Bujumbura et c'est bien dommage. Hein. Du Burundi. Donc, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui va finalement permettre d'avoir un consensus sur la question. Est-ce que cette énième chance donnée du côté de Arusha va aboutir? En l'état actuel, en tout cas, le gouvernement n'entend pas lâcher du lest. Et même le Sénarède qui avait aussi dit ne pas vouloir participer à ces assises-là, a quand même fait volte-face. Sa présence, malgré le fait qu'il n'ait pas été invité, démontre quand même à suffisance que de ce côté-là, on a un peu bougé les lignes. Le gouvernement du président Nkurunziza va-t-il bouger aussi quelque peu ses lignes? Rien n'est si sûr. En tout cas, on part de l'Afrique pour l'Europe, hein, en attendant de recevoir dans ce studio Aimé Mokoko. Monsieur Sport, on va parler du Royaume-Uni qui accueille quand même ce jour Theresa May comme futur chef de gouvernement britannique, donc désormais va être la tête de file des conservateurs. Eh bien, la deuxième dame de fer de l'histoire, n'est-ce pas, du gouvernement de l'Angleterre, après la célèbre Margaret Thatcher,
Theresa May va-t-elle réussir à se frayer un chemin à l'instar de celui de Margaret Thatcher? La question mérite d'être posée, mais elle peut déjà avoir quelques ingrédients qui plaident en sa faveur. Quasiment 6 années passées à la tête du ministre de l'Intérieur, dans un contexte sécuritaire pas des plus à négliger, que l'Angleterre n'est pas connue depuis bien longtemps, dans un contexte où l'afflux des réfugiés est haute, qui a d'ailleurs suscité, n'est-ce pas, le départ de Cameron, parce que c'est ce contexte-là qui a entraîné finalement la nécessité d'avoir un référendum sur le Brexit. C'était une promesse électorale de Cameron, mais le Brexit a eu raison de Cameron, et voilà donc les conservateurs obligés de changer de cap, avec une nouvelle personne à la tête, et c'est Theresa May, Madame le ministre de l'Intérieur, en tout cas l'ancienne ministre de l'Intérieur, qui prend dans les rênes aujourd'hui. Hier, on a assisté à la dernière de Cameron, c'était pas plus de 30 minutes, avec les hommages qui lui ont été rendus par les anciens membres de son gouvernement. Donc la page Cameron est tournée. Voici venue la page, n'est-ce pas, Theresa May, celle qu'on dit devoir se forger une mentalité de fer, devoir pouvoir proposer aux Anglais, n'est-ce pas, on va dire l'alternative la plus acceptable pour négocier justement la sortie de l'Angleterre à la suite de ce Brexit. On envisage même d'ailleurs dans la foulée éventuellement une élection anticipée qu'elle pourrait organiser pour légitimiser davantage, n'est-ce pas, sa position, parce qu'après la légalité que confère le statut de président n'est-ce pas, du Parti conservateur, il va falloir pour elle renforcer, si elle veut continuer sa légitimité à travers un vote des électeurs et des Anglais. Mais on peut dire de cette dame qu'elle a les ingrédients pour devenir une autre dame de fer, pas une Margaret Thatcher, mais une autre dame de fer. Et on espère que ça va aller. Beaucoup disent que le maçon sera jugé au pied du mur parce que gérer le parti des conservateurs, gérer la Grande-Bretagne en tant que Premier ministre, c'est pas la même chose. C'est un autre défi, c'est clair. C'est un challenge. En face, tu as l'Union européenne, tu as les grosses décisions qui sont prises là-bas. Il faut avoir le punch nécessaire pour défendre beaucoup plus un autre les intérêts de son pays. Mais on l'a vu sur d'autres chantiers, s'opposer à un certain nombre de fractions dans le pays. Donc, elle a une caractéristique de pointe. Maintenant, il faudra passer à un nouveau cran parce qu'il s'agit des intérêts de l'Angleterre vis-à-vis de l'Europe et vis-à-vis du monde. Justement, vis-à-vis de l'Europe et vis-à-vis du monde, l'ouverture, forcément, n'est plus la même. On va parler de sport dans cette matinale de l'information, avec bien sûr Aimé Moukoko, le temps qu'il prenne place dans ce studio. Pour ce sport, on parlera de la suspension du président de la Fédération guinéenne de football. On parlera du judo et la formation, les différentes formations qui sont donc en cours, sans oublier une autre révélation qu'on aura ce matin. Hein, c'est Umtiti qui est désormais appelé au Barça. On verra tous ces détails, le temps d'Aimé Moukoko de s'asseoir dans ce studio. Bienvenue et bonjour. Bonjour Serge, bonjour Patrick, bonjour à nos téléspectateurs. On va peut-être dans un instant justement commencer par la grosse actualité de ce matin, parce que hier c'est officiel, d'indésirable à indispensable. Il est passé. Samuel Umtiti, le Camerounais donc qui est nationalisé français, sera donc avec le FC Barcelone. Prenons les images justement de cette dernière nouvelle. Umtiti au Barça, oui, il faut le dire, 25 millions d'euros. Le transfert a donc eu lieu hier avec l'accord de l'Olympique Lyonnais, son club formateur, avec lequel d'ailleurs il a évolué pendant les 5 dernières années. 5 années de plus, c'est pour le Barça. Le contrat qui va durer pour le défenseur central camerounais, qui, il faut le préciser, hein, va jouer aux côtés de Lionel Messi. Messi, justement, du FC Barcelone. Quand on parle de Messi, c'est aussi l'histoire de cette équipe du Barcelone qui a connu des Camerounais tels que Alexandre Song, qu'on peut voir en image, Alexandre Song, ou encore Samuel Eto'o, et c'est le 3e Camerounais, on va dire plutôt réussi, hein, le coup de ceux-là qui aujourd'hui sont dans les couleurs Blaugrana. Il y aura tout à l'heure dans l'émission Chronosport un zoom sur Samuel Umtiti qui, comme Samuel Eto'o et Alexandre Song, va donc jouer pour les Bleus et Rouges, et il est bien parti pour être titulaire après une très belle entrée dans l'Euro, bien qu'il a été malheureux à l'entrée de la compétition. On parle également de la Ligue de football professionnel du Cameroun avec une conférence de presse de l'un des candidats, le général Pierre Semeghé, annoncé pour ce jour. C'est tout à l'heure à partir de 16 h du côté de Yaoundé dans un hôtel de la place. On a eu il y a quelques semaines, voire le mois dernier, la conférence de presse donnée par le candidat Franck Hapi. La réponse donc face
face à la presse sur la campagne électorale du côté de la LFPC. Prenons Pierre Semengue, M. Semengue donc, qui est candidat pour la LFPC. C'est vrai qu'on aura à côté la réaction. Il y a Franck Hapi qui, quelques temps avant, pourquoi pas aussi les avoir en image, Franck Hapi et Pierre Semengue. Les deux candidats donc pour le siège de patron de la LFPC. Et puis, on n'oublie pas qu'il y a d'autres problèmes sous-jacents. En tout cas, la presse sera face au général Pierre Semengue cet après-midi. Et également, on va en Guinée pour parler de la suspension du président de la fédération. Que s'est-il passé? Fédération guinéenne de football. 2 ans de suspension donc pour le sieur Ndong Gustavo, qui désormais va être en stand-by pendant les 2 prochaines années. En tout cas, le torchon brûle du côté de la Fédération guinéenne de football. Donc, on se ressemble bien en Afrique. Et pour les électeurs de la CAN féminine 2016, eh bien, il y a de gros soucis avec la rencontre Guinée équatoriale-Mali qui comptait pour le dernier tour éliminatoire sous fond de corruption et autres. En tout cas, on reparlera justement de cette sanction pour le président de la Fédération guinéenne de football tout à l'heure dans Chronosport. Et puis on dit un mot pour sortir de judo, le stage de formation. Les judokas sont en conclave depuis donc lundi, en tout cas stage de formation pour les formateurs, pour les encadreurs, pour les officiels. En judo, quelques images pour se donner justement le programme qui va courir jusqu'au 15 juillet du côté de Yaoundé au Dojo Club Panthers. Panthers, l'un des meilleurs clubs de judo, sinon le meilleur pour l'instant en termes de statistiques sur le championnat et la coupe. En judo donc, il faut rappeler que la compétition qui arrive sera le championnat national et justement les judokas ne vont pas directement porter les judoji, mais ils auront aussi à échanger avec les experts de la discipline, notamment les encadreurs de la Confédération africaine de judo, en abrégé CAJ, ou alors la FIJ, Fédération internationale du judo, les experts qui seront là pour donner une saveur nouvelle et actualiser le règlement et tout ce qu'il y a de nouveau dans la sphère du judo. En tout cas, c'est sur ce que nous mettons un terme pour cette matinale de l'information à ce qui concerne le sport. Merci Aimé. Merci beaucoup. Également, j'ai dit aux téléspectateurs que la suite de toutes ces actualités sportives, c'est tout à l'heure. On reviendra aussi sur autre chose, Mamboudo et autres, mais l'essentiel c'était ça. Et chapeau à Samuel Umtiti, maintenant, reste à savoir s'il va assurer. On espère bien, c'est la patrie, hein. C'est un frère du village. On va le soutenir sur tout le plan. FC Barça, FC Barça. Avec vous, Patrick Christian Lobo, merci Aimé et à tout à l'heure pour votre émission. Nous parlons des États-Unis d'Amérique, Patrick Christian Lobo, avec un soutien officiel désormais connu. Donc Bernie Sanders s'est rallié à Clinton Hillary, c'est pour la présidentielle de 2016 aux États-Unis. Oui, c'est le ralliement que tout le monde attendait. Est-ce aujourd'hui vrai? C'est le ralliement que tout le monde attendait, c'est officiel. On a vu Bernie Sanders venir aux côtés de Hillary Clinton. Il faut surtout dire que depuis pratiquement 2 semaines, des tractations assez poussées avaient lieu entre le camp de Bernie Sanders, le sénateur du Vermont, et, n'est-ce pas, Hillary Clinton, qui avait déjà une majorité confortable. La convention qui va avoir lieu dans 2 semaines des démocrates viendra donc finalement officialiser la candidature d'Hillary Clinton pour le compte des démocrates. Ce qu'il faut dire, c'est que cette tractation visait surtout à faire entendre pour le camp Sanders, n'est-ce pas, un certain nombre d'éléments de leur programme à intégrer dans le programme de Clinton. Et cela permet aujourd'hui aux démocrates d'avoir un seul combat, celui de lutter contre le candidat républicain, Donald Trump, qui a quand même eu un excellent score, n'est-ce pas, dans ses primaires, qui, avant bien longtemps même, était déjà candidat unique parce que les désistements du côté des républicains ont été un peu plus tôt. On a vu Sanders aller un peu plus loin. Il me semble qu'il voulait surtout conforter son assise et sa capacité en termes de négociation au moment de ces négociations. Et aujourd'hui, Mme Clinton et son camp ont donc finalement accepté un certain nombre d'éléments pour inclure, n'est-ce pas, les positions de Bernie Sanders, qui me semble, dans le paysage que présentent les démocrates aujourd'hui du côté des États-Unis, Sanders est beaucoup plus à gauche. Et donc, dans cette propension à la gauche, il a rallié avec lui un certain nombre, n'est-ce pas, de partisans, notamment les jeunes, dont Clinton a véritablement besoin pour faire face, n'est-ce pas, à Donald Trump. Et donc, quand Bernie Sanders se place aujourd'hui pour expliquer à ses compatriotes, en tout cas les démocrates, pourquoi est-ce qu'il soutient
n'est-ce pas, Madame Clinton, Bernie Sanders, Madame Clinton, autant pour moi, Bernie Sanders a donné donc les arguments qui lui permettent aujourd'hui de faire bloc avec Hillary Clinton pour aller face aux républicains lors de ces présidentielles. Donc la convention à venir ne va que venir adouber cette union-là. Et aujourd'hui, on peut dire que pour Mme Clinton, c'est le rêve qui devient réalité. Elle avait d'abord échoué face à Barack Obama, qu'elle a soutenu. Elle a été son secrétaire d'État. Aujourd'hui, elle a une possibilité énorme de faire en sorte que les États-Unis, après avoir eu de manière exceptionnelle un noir, n'est-ce pas, à la tête de ce pays, pour 2 mandats, qu'elle devienne la première femme à diriger la première puissance militaire du monde. Merci. On va dire peut-être aussi politique. Les États-Unis se donnent tous ces rôles-là. En tout cas, c'est une occasion exceptionnelle qui est offerte ici à Mme Clinton de voir ce rêve-là se réaliser. Et donc, les démocrates sont en marche et en rang de bataille aujourd'hui pour affronter les républicains. Et mesdames, messieurs, point final à cette matinale. Ce jour, ce Canal 2 Info. Bonne suite des programmes à toutes et à tous. Au revoir.